maintenant, parlons des avoués. Qui nous parle des avoués? C'est monsieur le professeur. C'est vous? Alors, monsieur Chatry. Parce que comme... Oui, monsieur Chatry, doctorant à l'Université de Nantes, va nous parler de l'avoué. Bonjour, merci monsieur le professeur. Des avoués. Alors je tiens d'abord à remercier Nicolas Tissot pour nous avoir impliqués dans cette belle aventure juridique et littéraire et qui nous permet de nous échapper de notre lourd fardeau de la thèse. C'est sur quoi? En propriété intellectuelle. Voilà. Donc ce n'est pas sur la disparition de l'avoué. Alors, l'histoire sociale faite dans toutes ses parties, voilà la base de la comédie humaine confiée Balzac dans une correspondance. Balzac procède à une analyse systématique de la société du XIXe siècle et des gens qui la composent. Aux côtés du médecin, du curé, du militaire, du commerçant, du paysan, l'homme de justice prend toute sa place comme un maillon essentiel de la vie en collectivité. Alors, pourquoi tant de place dans la comédie humaine à la pratique judiciaire et à l'homme de justice? On y trouve en effet de nombreux notaires, avocats, huissiers, magistrats. Un auteur a même dénombré 58 hommes de justice dans son œuvre. Une obsession judiciaire, peut-être. Balzac a eu de nombreux ennuis avec la justice. On pense notamment, en spécialiste de la propriété intellectuelle que je suis, on pense notamment à des reproductions sans autorisation de ses œuvres par des revues, notamment en Belgique. Une déformation professionnelle, sûrement. Comme vous le disiez, monsieur le professeur, Balzac a été étudiant à l'école de droit de Paris pendant 3 ans, de 1816 à 1819. Il obtint son baccalauréat de droit en 1819. Ah, ça. Il a eu l'occasion pendant ses études de faire notamment un stage chez un avoué, maître Guillaume Merville, dont nous parlait monsieur le conservateur tout à l'heure, mais également chez un notaire. L'expérience de Balzac pendant ces 3 ans n'a pas été vaine, car comme le jeune Oscar Husson dans Un début dans la vie, à mesure qu'il prenait connaissance du monde et de ses lois, sa raison se formait. Alors l'apprentissage juridique de Balzac, l'expérience pratique se retrouve dans son œuvre, du juge d'instance à l'avocat général près la Cour de cassation, en passant par Cambacérès, l'un des rédacteurs du Code civil. Il cite de nombreux personnages de justice. On apprend avec Balzac non pas la procédure civile, la procédure pénale telle qu'il l'a apprise sur les bancs de l'école de droit, mais on apprend la pratique judiciaire au travers des mœurs de l'époque. Alors parmi tous les hommes de justice, pourquoi avoir choisi l'avoué? Il n'y a pas plus d'avoués dans l'œuvre de Balzac que de notaires, avocats ou magistrats. Mais les avoués y apparaissent comme de véritables maîtres de la procédure, de fins stratèges dans l'intérêt de leurs clients. Balzac lui-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a été clerc d'avoué, et donc il nous conte quelque part une part de son expérience. Également, comme vous le précisiez, monsieur le professeur, c'est l'actualité législative qui m'a conduit à parler des avoués, puisqu'une loi du 25 janvier 2011 a adopté la suppression de cette profession au 1er janvier 2012. Et donc, c'est l'occasion ici de revenir sur le prestige d'une profession pluricentenaire au XIXe siècle et qui a décliné depuis. Quels sont les avoués reparaissants de la comédie humaine? Alors il y en a quelques-uns. On pense à des avoués parisiens, Derville, Petit-Claude, Desroches, Derville, Desroches et Godeschal. On pense à des avoués de province, Petit-Claude, notamment dans Les Illusions perdues. Alors, Derville, notamment, Maître Derville, on retrouve dans le colonel Chabert. C'est un homme probe, un homme de poids, un homme d'honneur, fin, rusé. Il passait, malgré son jeune âge, pour être une des plus fortes têtes du palais. Alors, on remarque ici effectivement la quasi-homonymie avec maître Guillaume Merville, mais en fait, certains commentateurs y voient plus le caractère de Balzac à travers maître Derville. Il y a également donc maître Petit-Claude, que l'on voit dans la 3e partie des Illusions perdues. Avoué à Angoulême, c'est un personnage cassant, pointu, dont la voix fêlée s'harmonie à l'aigreur de sa face, à son air grêle et à la couleur indécise de son œil de pie.
Alors, l'avoué chez Balzac apparaît comme un maître de la procédure. On y voit d'une part qu'il est maître du système judiciaire, on y voit d'autre part qu'il est maître de la stratégie judiciaire. Alors, l'avoué, le maître du système judiciaire d'une part. Faisons un petit historique de la profession pour savoir véritablement quel est l'avoué que décrit Balzac. L'appellation d'avoué au début du XIXe siècle est très récente, mais la profession est bien plus ancienne, puisqu'elle a pris la suite des procureurs, corporation qui a été supprimée au moment de la Révolution, qui a été rétablie 2 ans ensuite sous l'appellation d'avoué, mais dans une désorganisation complète. On doit donc à Napoléon le mérite d'avoir réorganisé la profession sous l'appellation d'avoué. Et donc, lorsque Balzac décrit l'avoué du début du XIXe, ce n'est pas seulement l'avoué de la Restauration et de la monarchie de Juillet, c'est aussi les pratiques héritées de l'Ancien Régime qui transparaissent. Alors, l'étude de l'avoué était un endroit, une place importante pour l'apprenti juriste, puisqu'elle constituait l'école de la procédure. Alors, Balzac l'a dépeint de manière pas très positive dans l'introduction du colonel Chabert, puisqu'il la dépeint comme une des plus hideuses monstruosités parisiennes, une des boutiques sociales la plus horrible, mais pourtant, c'est là que passaient les apprentis juristes, les étudiants en droit, les clercs, qui voulaient ensuite être avoués, avocats, notaires, magistrats. On y apprend à grossoyer, c'est-à-dire à rédiger des copies d'actes ou de jugements. Être clerc d'avoué constitue également un tremplin vers d'autres professions. On pense à Frédéric Marest, qui dans Un début dans la vie vient chez Maître Desroches pour devenir avocat, puis ensuite devenir procureur du roi. Le statut d'avoué permet également d'être nommé plus facilement dans la magistrature. Et là on pense à Petit Claud, qui espère dans Les Illusions perdues faire un bon mariage pour pouvoir devenir substitut du procureur du roi à Angoulême. Et donc on perçoit ici les survivances des pratiques faites de collusion, de connivence, héritées de l'Ancien Régime. L'étude de l'avoué était donc l'école de la procédure. Balzac également décrit les relations de l'avoué avec les autres professions, et notamment une profession qui fera l'objet de nombreuses oppositions avec l'avoué, c'est la profession d'avocat. Et Balzac pointe déjà dans la comédie humaine cette opposition, ces frictions entre les deux professions, frictions qui vont donner lieu à de nombreuses remises en cause au XXe siècle, jusqu'à la généralisation de la profession d'avocat en 1911 et jusqu'à aujourd'hui la suppression de la profession d'avoué au 1er janvier 2012. Alors, début 19e, quelles étaient les fonctions de l'avoué et de l'avocat? L'avoué représente le justiciable et instruit l'affaire. L'avocat la plaide. L'avoué a la mission de postuler, c'est-à-dire de recevoir tous les actes qu'exige la conduite d'un procès et de conclure, alors que l'avocat a le seul privilège de la plaidoirie. Il peut donner quelques conseils, mais il n'est pas le mandataire de son client au début du XIXe siècle. En ce sens, les conclusions de l'avoué supplantent la plaidoirie de l'avocat. L'avocat est subordonné à l'avoué. On le voit, Vautrin affirme ainsi dans le Père Goriot qu'un avocat doit, je cite, baiser la robe d'un avoué pour avoir des causes. On perçoit aisément la remise en cause de cette dualité de profession. Balzac s'interrogeait lui-même en faisant une comparaison avec les écrivains qui doivent supporter et l'imprimeur et le libraire. Et il disait ceci, je cite, « On ne sait pas plus pourquoi la loi donne aux clients 2 hommes pour 1, qu'on ne sait pourquoi l'auteur a besoin d'un imprimeur et d'un libraire. » Alors si la critique est pertinente de cette comparaison entre l'avoué et l'écrivain, on peut cependant s'interroger sur l'efficacité, parce que, certes, l'imprimeur et le libraire représentent l'écrivain, constituent des charges financières pour l'écrivain, mais la distinction des fonctions, l'imprimeur imprime, l'autre, le libraire, vend, cette distinction des fonctions
est beaucoup plus ténue entre l'avocat et l'avoué, puisque l'un instruit et représente, l'autre plaide. Or, la plaidoirie est une forme de représentation, et l'instruction consiste à préparer la défense du client. Donc, les missions entre avocat et avoué s'entremêlent déjà à l'époque. Cela va perdurer dans la suite pendant 150 ans encore après. Et ce mélange des genres est pointé du doigt encore plus par Balzac, puisque dans certaines hypothèses, nous dit Balzac, l'avoué est autorisé à plaider. Et donc, l'avoué devient en quelque sorte l'avocat, ce qui va lui causer de nombreux travers, selon Balzac. Effectivement, dans les villes de province, les petites villes de province, les avoués pouvaient plaider. Et donc, dans les illusions perdues, troisième partie, Balzac pointe du doigt ces avoués de province qui plaident et qui est l'origine de tous leurs travers. Il dit ainsi que l'avoué de Paris, ne plaidant pas, cela lui permet de conserver de la rectitude dans les idées. S'il dispose la balistique du droit, s'il fouille dans l'arsenal des moyens que présentent les contradictions de la jurisprudence, il garde sa conviction sur l'affaire à laquelle il s'efforce de préparer un triomphe. A l'inverse, la plupart des avoués de province sont à la fois avoués et avocats. Or, nous dit Balzac, je cite, de cette double vie, il résulte un double travail qui donne à l'avoué de province les vices intellectuels de l'avocat. Il devient bavard et perd cette lucidité de jugement si nécessaire à la conduite des affaires. On voit donc chez Balzac cette remise en cause de la distinction entre l'avocat et l'avoué, remise en cause qui va prendre des développements au cours du XXe siècle, qui va donner lieu à la généralisation de la profession d'avocat en 1971, laissant le monopole de la représentation des avoués en cour d'appel jusqu'à la disparition de la profession au 1er janvier 2012. La fresque judiciaire dessinée par Balzac place donc l'avoué au cœur du système judiciaire. Véritable école de la procédure, l'étude de l'avoué reçoit de nombreux aspirants juristes qui deviendront avoués, avocats, notaires ou autres. L'avoué tient donc également l'avocat sous son joug, son collaborateur dans la défense de son client. Véritable maître de la procédure, l'avoué décidera avec son client également de la stratégie judiciaire à adopter, stratégie qui dérivera parfois en abus de procédure. Dans un deuxième temps, donc, l'avoué, maître de la stratégie judiciaire. L'avoué joue donc un rôle important dans les intrigues judiciaires de Balzac, parce qu'il connaît et applique les règles du combat judiciaire et de son évitement. Compagnon du plaideur, l'avoué est le maître de la stratégie judiciaire à suivre pour défendre les intérêts de son client. Interlocuteur privilégié des tribunaux, l'avoué n'a besoin d'aucun intermédiaire. Alors cette maîtrise, il la maîtrise d'abord parce que les avoués sont des juristes qui vont conseiller le client, conduire la procédure dans leur intérêt. Pour ce faire, ils doivent, je cite, pénétrer tout aussi bien dans l'âme de leurs clients que dans celle des adversaires. Ils doivent connaître l'envers aussi bien que l'endroit de la trame judiciaire. Une comparaison est faite entre la stratégie judiciaire et la stratégie militaire. Dans le colonel Chabert, maître d'Herville passe ses nuits à fouiller les arsenaux du code, à faire ses plans de bataille. Dans les illusions perdues, maître Petit-Claud et maître Cachan sont comparés à des généraux autrichiens réputés pour savoir éterniser une guerre. L'utilisation du champ lexical de la guerre montre bien que l'avoué maîtrise la stratégie judiciaire comme un général guide la stratégie militaire. L'avoué n'est pas seulement un juriste, il a connaissance également de la nature humaine, puisqu'il est confronté à la réalité de cette nature humaine. Il est le témoin privilégié de la société dans ce qu'elle a de pire. Et Balzac avait appris à voir l'humanité en noir lors de son stage chez Maître Guionnet Merville. L'avoué a en outre un rôle social
dans la stratégie judiciaire à mener. Ainsi, le colonel Chabert, maître d'Herville, remet ainsi 100 sous par jour au colonel Chabert désargenté. Mais cette maîtrise de la stratégie judiciaire peut enthousiasmer quelques opportunistes qui seront tentés d'abuser de la procédure à leur profit. Et donc, Balzac pointe également ces dérives, ces abus. Dans le Code des gens honnêtes, par exemple, il recense les comportements déviants des avoués, qui multiplient les frais supplémentaires pour obtenir un jugement, pour la plaidoirie de l'avocat alors qu'elle a déjà été payée, pour une assistance à une expertise à laquelle il n'assiste pas. Un autre abus est bien mis en avant par Balzac, alors dans l'introduction du colonel Chabert, dans la technique de rédaction des requêtes. Pour faire des frais, les clercs multiplient les feuilles de papier timbré sur lesquelles ils vont rédiger les requêtes, car chaque feuille donnera lieu à tarification. Et ainsi, pour un simple visa à une ordonnance du roi, dans le colonel Chabert, les clercs d'avoués vont écrire pendant 10, 15 lignes. Je cite en partie pour montrer effectivement le visa. Donc, simple visa à l'ordonnance, il commence de la sorte. Sa Majesté Louis XVIII, au moment où elle reprit les rênes de son royaume, comprit la haute mission à laquelle elle était appelée par la divine providence, et sa première pensée fut, ainsi que le prouve la date de l'ordonnance ci-dessous désignée, de réparer les infortunes causées par les affreux et tristes désastres, etc., etc., pour pouvoir multiplier les feuilles de papier timbré. Il dénonce également les abus de procédure dans la troisième partie des Illusions perdues. Les avoués vous grugent, lance un magistrat. David Séchard subit ces abus de procédure, puisque Maître Petit-Claude va multiplier ces abus pour faire multiplier la dette de David Séchard. La dette initiale était de 1000 écus, elle deviendra quelques mois après de 10 000 écus. On voit ici donc Balzac qui dénonce ces abus et qui interpelle le législateur directement. Il emprunte l'habit du jurisconsulte pour proposer une évolution législative. Je cite : « Ne devrait-on pas bâcler une petite loi qui, dans certains cas, interdirait aux avoués de surpasser en frais la somme qui fait l'objet du procès ?» La proposition est pertinente, sans aucun doute. Où en est-on aujourd'hui? A-t-on avancé? Alors les avoués se sont déjà organisés au XXe siècle pour que de telles procédures ne puissent avoir cours. L'ancien tarif des frais et dépenses, incitant à multiplier les feuilles de papier timbré, a été supprimé en 1919. Et de multiples réformes ont essayé d'améliorer la condition du justiciable. Et Balzac soulève déjà, début du XIXe siècle, l'épineux problème du poids financier de la procédure pour le justiciable que le législateur a essayé d'améliorer au cours du XXe siècle. Alors, à travers les dérives de la procédure par certains avoués, Balzac reprend le flambeau de la critique d'une justice qui maintient, selon lui, la barrière entre les pauvres et les riches, qui, renversée, amènerait la fin de l'ordre social. Le voleur sans instruction est plus sévèrement puni que le bourgeois qui ruine des familles avec quelque intelligence. Tout est dans la forme, je cite. Il n'y a plus de loi, il n'y a que des mœurs, et l'avoué est au cœur des mœurs judiciaires au XIXe siècle. Je vous remercie. Décidément, on est gâtés. C'est très bien. Au fond, l'avoué, c'est une robe noire. Les trois robes noires, c'est dans Médecin de campagne, hein, je trouve. C'est l'avocat, le notaire, non, l'avocat, le médecin et le prêtre. Et aujourd'hui, les médecins, ils sont blancs.
Les prêtres, ils sont en gris, plutôt, maintenant. Il n'y a plus que les avocats noirs, c'est blanc, gris, noir. C'est Balzac qui aurait pas...